Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape numéro 4 du Tour Down Under aujourd'hui. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé dans cette étape numéro 4, notamment top flop, bilan des Bleus. Il y aura beaucoup de choses à dire du côté des Bleus, avec notamment la première victoire en World Tour de Bryan Coquard. Il aura fallu attendre 10 ans. 60 courses, bonne soixantaine de jours de victoire avant la première de Bryan Coquard en World Tour. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette étape. Premier coup de bordure de l'année également. N'hésitez pas également à regarder le débrief de l'étape 3 qui était en ligne à, je crois, 13h30. Aujourd'hui, donc s'il n'y a pas eu l'annonce YouTube, n'hésitez pas à voir le débrief de l'étape 3, et puis on commence tout de suite, et puis n'hésitez pas à voir les playlists également, hein. La playlist sur les présentations d'étapes, EPS 2.0 également, sur Spotify, et puis TikTok, mais en ce moment c'est très calme, mais n'hésitez pas à vous abonner, parce que notamment quand il y aura la moto, notamment quand il va y avoir pas mal de courses de cyclisme, c'est un support que j'utiliserai énormément. On commence tout de suite avec ce Tour de Under, avec l'étape du jour, l'étape numéro 4, l'avant-dernière de cette semaine. Ça a été une étape très animée, 46 de moyenne, alors je sais bien qu'il y avait que 110 km, quelque chose comme ça, mais 133, non, il y avait pourtant 133, non, il y avait un peu plus. Et 46 km de moyenne avec du vent, et du vent qui était bien placé, ce qui fait qu'on a eu un coup de bordure. Le coup de bordure s'est fait assez loin de l'arrivée, en plus à 72, je crois, kilomètres de l'arrivée, mais je le voyais venir depuis 3-4 km. C'est-à-dire qu'à un moment, on a tourné, je pense, on devait être vers 78-77 km de l'arrivée, parce que j'ai regardé l'étape d'assez loin, vu que je savais qu'il y avait un coup de bordure. J'ai regardé l'étape avant le coup de bordure. J'essaie toujours de voir ce qui s'est un petit peu passé, donc je me suis tapé vraiment plus de 2 heures d'étape. Et donc là, d'un coup, ça pivote, ça tourne, je crois, sur la droite. Il se retrouve sur une énorme ligne droite. Et en fait, au départ, la ligne droite, ils étaient en ville. Et ils pouvaient utiliser qu'un côté de la chaussée. L'autre côté de la chaussée n'était pas utilisable, il y avait un terre-plein central. Donc ça déjà, ça étirait le peloton. Et t'entendais le vent dans le micro de la caméra. Ce qui est souvent un signe, quand vous entendez le vent dans le micro de la caméra, alors soit c'est que le micro de la caméra est mal fichu, et que sur les motos, soit c'est qu'il y a beaucoup de vent, et souvent ça tape avec le vent latéral. Et ensuite vous regardez les arbres, et quand vous voyez les branches d'arbres bouger, et bouger énormément, bon alors soit ça peut être l'hélicoptère, tout dépend comment ils volent, mais souvent c'est quand même le vent naturel, et souvent c'est inquiétant pour les coureurs. Et à la sortie de la ville, il a fallu 2-3 km, d'un coup on voit 2-3 équipes se relayer, notamment Jayco, je crois qu'il y avait la Groupama qui a roulé aussi, je sais plus qui était la 3e équipe. Et d'un coup c'est parti, le peloton s'est cassé en deux. La file indienne a quand même réussi à revenir, parce qu'à un moment il y avait une quinzaine de coureurs. Ils ont réussi à rentrer. Par contre derrière, ils sont restés pendant 50 bornes entre 1 minute 10 et 15 au départ. Et puis après, comme on était sur un circuit, des fois il y avait vent de face, donc ils arrivaient à revenir. Et puis sur la fin, ils ont complètement lâché dans les 15 derniers kilomètres, quand ils ont vu qu'ils rentreraient pas, souvent ce qui arrive, et ce qui fait qu'on se retrouve à avoir des mecs qui ont perdu du temps aujourd'hui, pas mal de temps, notamment un coureur allemand. Bon, on y reviendra un peu plus tard dans cette vidéo du côté des bonnets d'âne. Eh bien, on regarde tout de suite le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, bon, on va commencer avec Bryan Coquard. Très belle journée aujourd'hui de Bryan Coquard, pour 2 raisons. C'est une très belle journée. Déjà, c'est une première victoire en World Tour. Et ça c'est très important pour lui, parce que il courait après depuis des mois et des mois. C'est pour ça qu'il avait rejoint Cofidis et pas une équipe de 2e division. C'est parce qu'il voulait vraiment retourner en World Tour et refaire des épreuves World Tour. Pas de pole l'année dernière, il y a eu la course au point UCI, ce qui fait qu'il a fait beaucoup de manches de Coupe de France sur la première partie de saison. Il a la Covid avant le Tour de France, alors qu'il était vraiment en bonne condition physique. Et puis quand il se retrouve notamment sur Paris-Nice, il est 2e derrière Pedersen, mais il n'y a pas grand chose. Et sur la Vuelta,
La Vuelta, il était moins en forme, je pense, que ce qui était prévu sur le Tour de France. Donc, il se retrouve à un peu traîner sa peine sur la Vuelta et pas de victoire. Donc, ce qui fait que sur cette année 2 avec la Cofidis, c'était vraiment ce qu'il recherchait, c'était de gagner en World Tour. Et en plus, il gagne avec la manière. C'est-à-dire qu'il part au moins de 250 mètres et il te fout une mandale aux autres. Parce que Bettiol part avec un temps de retard, ok d'accord, enfin un sprint, on reviendra dessus, mais Hugo Page, Benoît, Strong, ils sont 20 mètres derrière. Hein. Enfin, il y a 15 mètres, quoi. Il a vraiment une marge, parce qu'il peut célébrer de très loin. Et on voit qu'il va gagner de très loin du côté de ce coureur, du côté de Brian Cocard. Ça fait du bien aussi parce que ça montre à Jérôme Pinault qu'il a vraiment pas été bon, quoi. Bah ouais, mais on va revenir encore sur Jérôme Pinault, mais Brian Cocard, c'était le porte-étendard de son équipe. Il se barre de son équipe, il obtient de nouveau des résultats. Ça montre aussi que voilà, tout ce que j'ai dit de nombreuses reprises sur Jérôme Pinault, on en a eu encore des nouvelles. Ça, si vous voulez, sur Jérôme Pinault, notamment Pierre Barbier a parlé, il a dit ils n'ont pas été payés sur les 3 derniers mois. Les frais de déplacement n'étaient pas payés depuis mai, enfin pour lui, et les primes de course aussi ne sont jamais arrivées dans leur poche. Tu te demandes même, je pense qu'en juillet, l'équipe allait déjà pas bien. Voilà. C'est-à-dire que le projet d'agrandissement, j'ai quand même le sentiment, bon, on va revenir, petite incursion Jérôme Pinault, j'ai quand même l'impression que sur l'affaire Jérôme Pinault, Jérôme Pinault n'était même pas sûr, sans avoir le projet d'agrandissement, de repartir, je pense, avant le mois de juillet. Alors, je pense qu'au niveau de l'équipe, ça allait déjà pas bien. Et j'ai l'impression que le projet Paris, c'était parce que il savait que financièrement, il repartirait peut-être pas, et qu'il s'est dit, on va tenter ce coup-là, ça passe pas, c'est pas passé. Si ça passait, c'était le coup de poker le plus grand de l'histoire, je pense. Ça n'a pas marché. J'ai même cette impression-là maintenant, qu'on était vraiment... voilà, que dès juillet, financièrement, ça n'allait pas bien. Et qui s'est dit, on va tenter d'agrandir, comme ça les sponsors vont un petit peu me lâcher la gratte peut-être pendant 3-4 mois. Si ça marche, c'est bien, on repart avec en plus de fonds. Mais j'ai l'impression que déjà les bases... Moi, je pensais que les bases étaient solides, mais de ce que j'apprends de plus en plus depuis quelques temps, c'est qu'il était déjà même pas capable de payer les coureurs sur l'année. Donc que financièrement, déjà, ça n'allait pas bien pour son effectif. Et quand il y a des gens qui essayent de sauver, notamment au Telegram, il y en a quelques-uns, dans ce magnifique journal, qu'on tentait de sauver un petit peu la tête de Jérôme Pinault, et pour ensuite se retourner, mais très tardivement, contre Jérôme Pinault, bon, je pense qu'il y avait plus d'une chose qui n'allait pas bien. On revient du côté de Brian Cocard, parce qu'on va se concentrer sur les choses positives. Ce qui est intéressant également, outre la victoire en World Tour, donc déjà la manière dont il l'a faite, ils étaient que 2. Gros travail d'Alexis Renard, parce qu'Alexis Renard, il le replace à 1 km, entre 1,5 km et 1,3 km à peu près de l'arrivée. Il fait un gros effort. Ensuite, ils ont été intelligents, et Alexis Renard, il est intelligent dans sa manière de se placer, parce qu'il se met un peu dans le train d'Intermarché. En fait, il perturbe le train d'Intermarché. Le train d'Intermarché était celui qui était le plus en place à ce moment-là de la course. Et tu verras qu'Alexis Renard n'essaye pas de se mettre tout devant le peloton, parce qu'à 1,2 km, t'es trop tôt devant. Il se met dans la roue d'Intermarché. Il se met à peu près au niveau du 2e ou 3e coureur d'Intermarché. Donc, juste devant le poisson pilote de Hugo Page. Et là, c'est parfait parce qu'au final, le train d'Intermarché, il a plus marché pour Cocard que pour Hugo Page, parce que Hugo Page, il s'est fait un petit peu écarter à ce moment-là. Il perd un peu les roues, même de ses équipiers à ce moment-là. Et surtout, autre fait que, voilà, ils ont bien réussi, que ça a l'air de bien marcher avec Alexis Renard aussi en termes d'entente, parce que ça c'est important, c'est qu'ils gagnent sur une journée de coups de bordure. Or, Brian Cocard, c'est un petit gabarit, on l'a toujours dit, et sur les coups de bordure, souvent, il a été en difficulté, pas par des soucis de placement, mais souvent, c'était dans un deuxième temps, c'est-à-dire que le coup de bordure se forme, et il se faisait souvent éjecter, en fait, de la première bordure, parce que il se retrouvait un moment dans le bac à sable, dans le côté, et c'est arrivé une fois dans Paris-Nice. Dans Paris-Nice, il est dans le bon groupe, c'est-à-dire qu'il est bien placé, il se retrouve dans le beau côté, et puis au bout de 5-6 km, il se retrouve éjecté parce qu'il n'a pas les épaules pour le faire, pour tenir la cadence.
Et c'est fort d'avoir réussi à gagner sa première étape en World Tour, mais en plus sur une étape de bordure qui n'est pas forcément sa spécialité, et où ils étaient que deux. C'est-à-dire qu'il n'y en avait que deux qui étaient dans le premier groupe, parce que tout le monde était resté avec Victor Lafay, qui était lui dans le deuxième paquet, et qui perd beaucoup de temps aujourd'hui, Victor. Donc voilà, belle satisfaction pour Brian Cocard. Oui, puis bon, on l'avait remarqué l'année dernière, mais c'est vrai que ce transfert, c'est chez Cofidis. Et pourtant, j'avais des gros doutes en 2022, pardon, quand il rejoint Cofidis. Je me dis, putain, en plus, il rejoint Cofidis. Il y a Walshai plus Chimolai. On ne sait pas qui va être le leader au niveau des sprints. C'est une équipe qui n'a pas réussi à emmener les sprints pour Viviani. Il y a aussi Consoni qui est dans cette formation. Il a un peu le même profil que Consoni. C'est des mecs qui ont fait de la piste, qui passent très bien les bosses et qui sont sprinters. Je me dis, ça va pas être facile. Et bah voilà, il a réussi à s'en sortir parfaitement bien. Donc bravo, Brian Cocard. 10 ans de carrière en plus, ça célèbre sa 10e saison dans le cyclisme, puisqu'il a commencé en 2013 chez Europcar après son titre de ses 2 places de deuxième au championnat du monde et sur l'Omnium. C'était pas le titre. À l'époque où l'Omnium, c'était pas la même version qu'aujourd'hui. On poursuit avec Hugo Page. Il finit quand même 3e, Hugo Page, alors qu'il s'est fait défoncer. Son sprint n'est pas simple, Hugo Page. Hein. Alors certes, il est bien emmené. Le train d'Intermarché marche plutôt bien. Jusqu'au 1,5 km où vous avez la Cofidis qui s'intercale, donc il perd un petit peu. C'est peut-être là aussi où il perd le sprint. C'est qu'il perd un petit peu les routes, c'est son poisson pilote et de ses équipiers à ce moment-là. Donc il se retrouve à être un petit peu derrière. Et ensuite, vous avez Bettiol qui le pousse. Bon, on verra que c'est un peu après où se fait. Bettiol, c'est encore, avec Hugo Page, je trouve que ça passe plutôt pas trop mal. Mais ce qui me pose un problème avec Hugo Page, c'est qu'il se fait surtout gêner par le poisson pilote de Bettiol qui devait être que l'héros. Il se fait surtout gêner, et ça c'est un vrai problème au niveau des sprints en ce moment, c'est que les poissons pilotes, ils s'écartent dans le peloton. Donc ce qui fait qu'ils gênent les autres coureurs. Je pense qu'il va falloir à un moment réglementer la manière dont doivent s'écarter les poissons pilotes. Je pense que va falloir mettre des sanctions en termes de points aux équipes pour que les poissons pilotes arrêtent de se mettre en plein milieu du peloton, parce que premier c'est risqué, et souvent on a eu des chutes dans ce genre de situation, mais qu'en plus ça gêne les autres sprinteurs, et donc ça nuit, je pense, au déroulement de la course correctement. Et Hugo Page, il se fait gêner par le poisson pilote, ce qui fait qu'il est obligé d'arrêter son sprint à ce moment-là. Il repart, mais il est obligé de contourner des coureurs genre Godon, Matthews, Strong. Donc il est obligé de passer de tout l'autre côté de la route. Or, il y avait vent de côté, donc c'était pas le côté préférentiel, vraiment, donc ça le ralentit. Et il finit quand même avec tout ce bordel-là, où il doit faire au moins 25 mètres de plus que les autres sur son sprint, où il est gêné au début de son sprint, il finit quand même 3e. Ah bah, chapeau, hein, parce que dans une dans une situation comme ça, déjà il y en aura beaucoup qui auraient arrêté de sprinter, et il a réussi à vachement bien s'en sortir. Et c'est là où je dis, Hugo Page, ce qui m'impressionne chez ce coureur, c'est qu'il a une belle maturité et surtout une grande intelligence. Je reviens notamment à l'année dernière face à Molano. Il y a plus d'un coureur dégoupillé face à Molano. Lui, il est resté très calme. Et pourtant, Molano lui a chié dessus pendant toute la fin d'étape, où il lui met des coups, et à l'arrivée de l'étape, où il l'engueule, alors que Page n'est absolument pas responsable ce jour-là. Et moi, ce qui m'impressionne avec Hugo Page, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup d'intelligence dans ce coureur, et que c'est un coureur qui est très calme, qui est très serein dans sa manière d'appréhender les sprints, et moi je trouve que c'est très bien. Parce qu'il s'énerve même pas vers Bettiol à l'arrivée. Alors que, bon, Bettiol le gêne un petit peu, il aurait pu s'énerver, et que surtout, c'est son équipier qui lui lourde la course. Donc, vraiment intelligent de la part d'Hugo Page. Paul Penouet, encore un top 10. Aujourd'hui, top 5 même pour Paul Penouet. C'est un début de saison très constant, très consistant, comme diraient les Anglais. Non, c'est un début de saison très solide, comme diraient les Français, de la part de Paul Penouet. Très régulier au niveau des résultats. Il en manque un petit peu encore, mais je dirais que c'est solide. On part sur des bases très solides avec Paul Penouet. J'ai l'impression également que ça se goupille plutôt bien avec la Groupama. Il y a des coureurs qui font du beau job. Surtout il y a 2 jours, je crois, Scottson avait fait un gros travail pour emmener Penouet. Là, c'est vrai que sur ce sprint-là, j'ai un peu moins vu la Groupama
pardon, mais on était dans des circonstances qui étaient particulières. Il s'en est très bien sorti aussi, alors que ça roule à 46 de moyenne. Donc chapeau, Paul Penouet. Du côté des petits flops de la journée, des petits bonnets d'âne, beaucoup de Français. Hein. Donc on a beaucoup de coureurs dont on doit parler. Et puis en plus, on a fait encore Jérôme Pinault. Voilà. C'est Dorian Godon, un peu léger. Pourtant, il est bien emmené. Parce qu'à un moment, je me suis même posé la question. On voit les AG2R devant à 4 ou 3 km de l'arrivée. Je me dis, il roule pour Godon ou il roule pour protéger Ben O'Connor. Là, j'avais un doute. Ça avait l'air plutôt d'être pour emmener Dorian Godon. Il est plutôt bien placé à l'entame de son sprint. Et puis, il démarre son sprint, il essaye de suivre Coquard. Et puis, il n'a pas suivi Coquard. Vraiment, sur les 35 derniers mètres, c'est dur hein, pour Dorian Godon. Il est vraiment en phase de décélération. C'est trop tendre, je pense, Dorian Godon sur le World Tour. C'est un coureur qui marche notamment sur les Coupes de France. Il a déjà remporté des Coupes de France ou il a fait des bons résultats sur les Coupes de France. Par contre, sur les World Tour, c'est léger. Et c'est l'inquiétude qu'on peut avoir avec AG2R. C'est que je dirais qu'à part Marc Sarro, si on retrouve le Marc Sarro de la Groupama, Venturini, on a vu les limites également. Ils ont personne pour sprinter sur les grands tours. Ça, c'est un vrai problème. Il leur faudrait un sprinter. Ils ne se sont pas positionnés sur Cavendish, mais de toute manière, ils n'avaient pas l'argent pour aller sur Cavendish. Mais il faudrait qu'ils trouvent un sprinter qui regarde chez les jeunes pépites françaises. Ils ne se sont pas positionnés par exemple sur un Jaso Tesson, c'était peut-être une erreur, mais à part Sarro, et il faudrait retrouver le Marc Sarro de 2019. Sinon ça risque d'être compliqué pour moi, je pense, pour AG2R. Et on voit avec Dorian Godon que malgré le fait qu'il soit bien emmené, qu'il soit plutôt bien positionné, il fait 7ème. Et vraiment sur les 35 derniers mètres, il gêne un peu même Merhofer, parce qu'il se décale légèrement. Merhofer est légèrement gêné, mais surtout, il se retrouve à sprinter sur les 25 derniers mètres. Il doit finir à 40 km/h, son sprint. C'est un peu compliqué. En même temps, c'est un sprint en buzz, donc 40 km/h, peut-être moins, encore que 40 km/h. On continue avec Hofstetter. C'est dommage, aujourd'hui, il est dans la bordure, Hofstetter. De toute façon, je crois qu'à part Ali Gebert qui était dans le premier groupe, chez Arkea, ils sont un peu passés à côté. Ah non, il y avait Kevin Le Danois également qui était dans le premier groupe. Mais ouais, il finit dans le peloton des battus aujourd'hui, des grands perdants. Et c'est dommage parce que Hofstetter, sur un sprint comme ça, il y avait quand même possibilité de faire top 10 et il se retrouve très loin au final dans cette étape. Donc c'est dommage à se retrouver à 4-14 sur une étape comme ça. Quand tu es en plus plutôt un coureur classiqueur, se faire avoir alors que là on le voyait venir, vraiment le coup de bordure, il y avait pas de surprise. Et on sait que sur un circuit, dès qu'il y a un peu de vent qui se lève, tu sais que t'as au moins un côté du circuit, vu que c'est un rectangle, un circuit on va dire, t'as forcément un côté où tu auras du vent de côté qui sera vent 3/4 d'eau et qui est donc forcément positif pour les coups de bordure. Donc là c'est ce qui s'est passé. Et il s'est retrouvé en difficulté, c'est dommage pour Hugo Hofstetter, surtout que demain, il n'y aura pas vraiment l'opportunité de faire un sprint. Après, Arkea n'était pas venu avec des grandes cartes sur cette course, donc les résultats sont, on va dire, en adéquation, on va dire, avec les coureurs qu'ils ont emmenés. Hofstetter a fait, je crois, un top 8, mais c'est sûr qu'ils ne sont pas venus avec Bouhanni. Ils sont pas venus non plus avec Warren Barguil, donc l'objectif, c'était pas un objectif de leur saison, cette course du côté de Dunder pour leur première course avec le statut World Tour cette année 2023. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou! Rapidement pour les coureurs au top, parce qu'on a déjà beaucoup fait sur les coureurs français, et donc on va tenter de faire un petit peu plus court, surtout que c'est surtout les coureurs français qui ont été au top aujourd'hui. Je vais Magnus Sheffield, parce que toujours très bien classé au général, Magnus Sheffield. Or, aujourd'hui, je me disais, ça allait être un peu plus compliqué pour l'Américain, parce que la fin de journée était en légère montée, parce que chez Ineos, je me disais, on va peut-être rouler pour Hayter, avec le coup de... Alors déjà, il a réussi à se retrouver bien placé avec le coup de bordure, mais ça, on sait que c'est un peu sa spécialité. C'est quand même un coureur qui est très bon rouleur, très puissant, donc dans ce genre de situation, il s'en sort bien.
Mais je me disais, avec les bosses, peut-être la bosse finale, ça allait être compliqué. Mais j'avais pas regardé le dénivelé positif de la journée, 1100 mètres, donc ce qui fait qu'il se retrouve toujours en tête du maillot blanc, enfin du maillot de meilleur jeune, mais je crois qu'il est blanc sur ce Tour de Thunder. Je n'ai pas vérifié la couleur des maillots, mais oui, il est blanc. Et il est toujours bien classé au général parce qu'il est quatrième chez Sheffield. Donc c'est très intéressant pour lancer sa saison. Vraiment, le niveau de performance est très bon de la part de Magnus Sheffield. Donc on va voir comment ça va se passer dans les jours à venir. Mais pour l'instant, il fait plutôt une bonne course. Et puis deuxième coureur au top, c'est Corbin Strong, voilà, cinquième. Alors hier, journée compliquée pour Corbin Strong, crevaison au mauvais moment pour Corbin, même s'il a bien été aidé par Christopher Froome. Ça, je trouve, c'est quand même fort de la part de Froome. Alors, vous savez, je suis pas un fan de Chris Froome, parce que je le trouve assez antipathique, en fait, Chris Froome. J'ai toujours eu un problème avec le caractère de Chris Froome. Même s'il a un beau palmarès, et bon, voilà, hein, j'ai toujours eu un peu de mal avec Chris Froome, toujours trouvé un petit peu antipathique. Mais par contre, on peut pas retirer que Chris Froome, malgré le nombre de victoires qu'il a sur le Tour de France et sur les autres courses par étape, se mettre au service d'un petit jeune comme Corbin Strong, quand tu as le palmarès de Froome, moi je trouve ça quand même très fort. Voilà. Et depuis sa blessure, très souvent, on l'a vu en équipier, que ça soit chez Ineos, sur sa dernière saison chez Ineos et chez Israël. Et ça, je trouve ça fort, qu'un mec comme ça, qui est leader, tu vois, par exemple, il y a certains joueurs de foot ou certains dans d'autres disciplines, je pense, qui n'auraient pas l'intelligence de le faire, et même dans le cyclisme. Et là, il a la force de se mettre au service de d'autres coureurs, alors qu'il pourrait dire, moi je m'en tape, t'as vu mon palmarès, jette pas Corbin Strong, et il aide Corbin Strong. Il a fait un sacré boulot pour tenter de le ramener, bon, ça n'a pas suffi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Corbin Strong, déjà Israël, je crois que c'était Israël qui était parmi les équipes qui ont roulé au début sur le coup de bordure. Sur un sprint comme ça, en légère pente, c'est pas forcément là où il est le meilleur, Corbin Strong. Et il fait quand même cinquième de l'étape, devant Matthews, devant Godon, devant Mayerhofer également, le jeune allemand de la DSM, ce qui est plutôt pas mal de la part de Corbin Strong. Sur une étape où ça a roulé fort, je trouve qu'il a plutôt fait une belle journée. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec Bettiol. Je comprends même pas qu'il se fasse pas disqualifier, Bettiol. Mais bon, c'est comme sur le Tour de Suisse, mais il y a des choses comme ça qui m'intrigueront toujours dans le monde du cyclisme et dans la manière de faire de l'UCI. Lippins, si aujourd'hui il fait 25e de l'étape, je sais plus, il fait 23 voilà, de l'étape, Lippins, c'est à cause de Bettiol. Parce que Lippins, il est dans la roue de Coca, il se fait un peu avoir par le démarrage de... Enfin, il n'est pas dans la roue de Coca, il est dans la roue d'Alexis Renard. Il se fait avoir par le démarrage de Coca. Et ensuite, il se fait défoncer par Bettiol, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Bettiol va vraiment s'appuyer sur Lippins. Et Bettiol, ce soir, il est donc 16h07 heure française, qui doit être 23h minuit heure d'Australie, n'est pas disqualifié. Ouais, je pense qu'il y a un problème de la part de l'UCI. Déjà, vous avez le lanceur Kekelereux qui fait du n'importe quoi avec Hugo Page. Vous avez Bettiol qui fait n'importe quoi avec Lippins. Parce que il gêne, enfin, il tasse un peu Page, mais je considère pas que ça gêne Hugo Page. Donc, moi, je dirais que c'est plutôt un fait de course. Si on parlait Formule 1. Moi, ce qui me pose vraiment problème, c'est avec Lippins. Lippins, il perd sa pédale. Il est obligé de déclipser pour pas tomber. Donc là, il y a une vraie gêne. Moi, je dis toujours, pour moi, il faut disqualifier quand tu gênes ton adversaire. C'est ce qui arrive en Formule 1, par exemple, en moto, quand tu mets ton adversaire hors de la piste, normalement, c'est toi qui es sanctionné. Il faudrait faire la même chose, c'est-à-dire que là, tu empêches l'autre mec de faire un sprint. Donc, tu es, pour moi, en faute. Par exemple, moi, je dis quand il y a un changement de ligne, mais que ça ne gêne personne, ça ne me pose pas problème. Par contre, quand il y a changement de ligne et que ça gêne des coureurs, pour moi, c'est disqualification du coureur qui a fait cette gêne. Et je rappelle que Bettiol, sur le Tour de Suisse, il nous fait un droite-gauche, mais
extrêmement dangereux quand Leknessoun s'impose, quand il croit qu'il a gagné et qu'en fait il n'a pas gagné. Sur le Tour de Suisse l'année dernière, il fait un droite-gauche mais monstrueux devant le peloton. Enfin, il n'est pas disqualifié non plus. Alors, moi je trouve que c'est à la fois bonnet d'âne pour Bettiol, parce que tu n'as pas à faire ça. Pour moi, tu dois respecter tes autres concurrents. Mais c'est aussi un bonnet d'âne et un carton rouge sur l'UCI, le premier de l'année. Vous allez en profiter. Pour vous dire, j'ai prévu un truc avec Jérôme Pinault. C'est une sorte de point Goodwin, Jérôme Pinault, mais j'ai pas encore eu le temps de le faire. J'ai pas pris la photo. J'ai cette idée-là, mais je sais pas comment la mettre en place. De point Goodwin, mais avec Jérôme Pinault, avec la testeuse de Jérôme Pinault. Dans le cas de l'UCI, là c'est un carton rouge. Le mec fait n'importe quoi dans ses sprints. La moitié de ses sprints, comme Molano, c'est du n'importe quoi. Mais s'il n'est pas sanctionné, bah ça l'encourage à faire de nouveau n'importe quoi. Tant que tu ne sanctionnes pas, le mec se remet pas en question. Déjà, quand tu fais une sanction, les mecs se remettent pas toujours en question. Là, pour moi, c'est super dangereux ce qu'il a fait. Et ça équivaut à ce qu'avait fait Bouhanni sur Jack Stewart à Cholet, il y a 2 ans. Il s'était pris 6 mois de suspension, 3 mois ou 4 mois, je fais plus de suspension ce jour-là, Bouhanni. Là, ce soir, il n'y a que dalle. Alors, soit Bettiol connaît des gens à l'UCI, soit l'UCI un petit peu des têtes de Turc. C'est à vous de choisir. On poursuit avec un autre coureur, c'est Merhofer. Flopounet aujourd'hui Merhofer, parce que quand tu vois le sprint, aujourd'hui, l'adversité sur ce sprint, elle est quand même moins forte que par rapport aux jours précédents, parce qu'il y en a quelques-uns qui se sont fait avoir, notamment Bouhaos, parce que Caleb Ewan est un peu seul, donc il ne peut pas sprinter. Bah, Merhofer, c'est un petit peu le dernier des sprinters aujourd'hui. Alors, il y a Caleb Ewan qui est à 10, mais Merhofer, il fait que 8. Par rapport à ce qu'il a montré sur le reste de la semaine, c'est un petit peu décevant. Même s'il y a quand même un vrai problème du côté de la DSM, on ne l'aide pas du tout pour ses sprints. Hein. Ça, c'est vrai que c'est un vrai problème autour de Merhofer, parce que je pense que quand tu as une pépite comme ça, il faut lui mettre du monde pour l'aider, au moins 1 ou 2 coureurs. Après, est-ce qu'il n'était pas tout seul ? Oui, en même temps je dis ça, mais il n'y avait pas d'autres DSM dans le groupe. Oui, parce que Teusvald... Ah, il y avait Teusvald. Teusvald, il a 42, mais peut-être qu'il a lâché avant, mais oui, il n'y avait pas de DSM avant. Oui, donc peut-être que c'était un peu compliqué pour la DSM. Mais je trouve que tu peux pas laisser ton coureur seul comme ça. Alors après, il se débrouille comme il peut. Peut-être aussi qu'il a eu du mal, parce que ça reste un jeune coureur. Et c'est pas facile quand on roule à 46 de moyenne pendant 2h30 de course ou en début de saison, d'avoir la caisse pour de ne pas le subir. Et il a peut-être subi le rythme de la course, mais voilà, je le mets en petit flopounet parce que pour moi c'était un peu moins bon que les jours derniers. Et puis je termine avec un dernier flop, mais je ne sais plus qui c'est Charman. Oui, bah Charman, il fait partie... il était bien classé dans le général, Charman. Il n'a pas beaucoup de chance. Il n'a pas souvent la chance de jouer le général sur des courses. Et bah aujourd'hui, cette semaine, il avait la chance et il perd tout sur un chrono. Alors déjà que sur les derniers jours, il n'avait pas réussi à suivre les meilleurs. C'est triste pour Charman parce que bah il a souvent le rôle d'équipier et là ça donne pas envie à son équipe de lui dire bah tu vas être leader sur des courses d'une semaine parce que il a pas vraiment montré de très bonnes choses, donc il se retrouve très loin sur The Under. Voilà, ça, en termes de statut dans l'équipe, c'est pas l'idéal parce que surtout quand tu vois chez Bora, ils ont des belles pépites. C'est sûr qu'il va peut-être redescendre dans la hiérarchie, et déjà qu'il était plus bien haut dans la hiérarchie Charman, notamment sur les grands tours, bah c'est un peu triste. C'est dommage parce que Charman, il n'a pas souvent la chance d'être leader. C'est un coureur qui a d'énormes qualités, qui est un coureur qui est super puissant notamment, et qui passe très bien les bosses. Enfin, voilà, il a des qualités de puissance qui font qu'il est très performant sur une classique comme l'Amstel. Sauf que là, bah, il passe à côté sur une course qui, je pense, aujourd'hui convenait à ses qualités. Donc un petit peu déçu pour Charman. On regarde l'étape de demain. L'étape de demain, c'est l'étape numéro 5, qui est une étape qui sera une étape un petit peu arrivée vallonnée, avec le Mount Lofty. On partira de Hunley pour aller au Mount Lofty. On aura 1, 2, 3...
5 passages sur le Muntolofi. Donc ça va être quand même assez costaud. Le Muntolofi, ça j'ai oublié de le mettre en écran. Alors, profil du Muntolofi. Hop, l'étape numéro 5, si ça s'affiche rapidement, voilà. Le Muntolofi, c'est 1,5 km à 6,5 de moyenne, avec notamment un passage à 10,5% pendant 200 mètres. C'est surtout le dernier kilomètre qui est compliqué, le kilomètre d'avant est un petit peu moins difficile sur ce Muntolofi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!